Zakweli, l'entretien de la matinale. Avec vous, Andira Koton-Davola, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Chris Korji, présidente de l'OTAM, l'association des usagers des transports aériens de Mayotte. Chris Korji, bonjour. Bonjour Andy, bonjour à tous. L'inauguration hier de la maison de projet de la piste longue est un signal fort que cette piste se fera, titre ce matin nos confrères du Journal de Mayotte. C'est aussi le sentiment qui ressortait hier à cette inauguration, à entendre les élus et autres professionnels du métier. Est-ce également le sentiment des usagers de transport aérien ici à Mayotte que vous représentez à travers l'OTAM, Chris Korji? En tout cas, il faut le reconnaître, c'est une bonne chose. C'est une étape supplémentaire dans la conduite du projet. Mais je voudrais rappeler aussi que ça n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas une façon de gérer le projet pour Mayotte, c'est un point de procédure. Et la procédure pour ce type de projet d'intérêt national, c'est effectivement d'organiser les moyens de la concertation et de l'information du public dans donc un local où les gens peuvent être accueillis. Donc c'est bien. C'est une étape franchie, mais ça n'a rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire. Est-ce que les usagers sont réellement associés à ce projet, puisque tout cela a été déjà mis en place depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, on va vers cette maison de projet. Il y a eu pas mal de choses qui étaient mises en place pour cela, pour préparer ce projet de la piste longue. Est-ce que vous avez été associé? Est-ce que les usagers, de manière générale, sont associés? Alors, Andy, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de venir ici chez vous pour dire que l'information du public manque. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a quelques jours, on a vu un communiqué de presse paraître qui nous annonce effectivement qu'une étape a été franchie, laconiquement, que les études allaient explorer... C'était par rapport au troisième comité de pilotage. Voilà, exactement. La presse non plus n'était pas au courant, effectivement. Voilà. On l'a appris à travers le communiqué. En tout cas, pour ce qui nous concerne, Renée Aupetit, que vous connaissez certainement, qui est la garante de la concertation publique, donc elle est en place, nommée et spécifiquement pour cette mission. Elle est en place depuis le septembre 2020. Donc, elle m'avait contacté pour me prévenir que j'allais être invitée à ce comité de pilotage. Et la suite, vous la connaissez, nous n'avons pas été invités. Je voudrais dire qu'en matière de concertation du public, j'ai déjà eu l'occasion de le relever. Je regrette cette façon de pratiquer qui entretient complètement le secret, pratiquement par rapport aux usagers, parce qu'au fond, certes, c'est bien d'avoir une maison, c'est bien de proclamer qu'il y aura des prospectus, un ordinateur et que les gens pourront poser des questions, etc. Mais je crois que les usagers de Mayotte, compte tenu de la nature de ce combat, ont besoin aussi d'entendre des choses par rapport au fond du projet, par rapport au fond du dossier. Et quand est-ce qu'on peut poser des questions, quand est-ce qu'on peut s'informer sur le fond du dossier? Eh bien, c'est à l'occasion de ces comités de pilotage, puisque les experts qui sont désignés pour mener ces études sont présents pour les présenter, pour en présenter les conclusions. Et donc, idéalement, toute personne intéressée et bien sûr les usagers de Mayotte auraient voulu entendre ces explications, sa présentation, mais aussi pouvoir poser des questions. Par exemple, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, au-delà de l'installation de la maison, ce qui nous préoccupe, alors que partout on affiche la concertation, l'information et la bonne information du public, ce qui nous préoccupe, c'est, on sait que les études, l'évaluation socio-économique du projet, qui est la justification du projet, a démarré selon nos informations glanées ici ou là. On sait qu'il y a environ 2 mois déjà, des auditions ont été menées, il y a des gens qui ont été consultés pour pouvoir faire cette évaluation. Qu'est-ce que c'est que cette évaluation? En gros, c'est d'évaluer, de peser le coût économique du projet et donc de faire la balance entre avantages et inconvénients ou bénéfices d'une certaine façon. Et on sait très bien que sont pris en compte un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'éléments. Par exemple, le concessionnaire en place à l'aéroport EDIS a son mot à dire parce qu'il ne faut pas que dans ce projet, ils perdent de l'argent. On sait que les compagnies aériennes qui opèrent sur Mayotte ont également leur mot à dire. On sait que
Voilà, donc, et en plus, il est dit dans cette évaluation socio-économique qu'il faut absolument tenir compte de tous les paramètres de la société globale, d'une certaine façon. Donc, si ce genre d'études sont faites à l'insu et sans la moindre information, sans la moindre implication des habitants, comment voulez-vous qu'on soit rassuré et qui représente réellement les intérêts des habitants ? Qui représente réellement les intérêts des usagers? Ça, ce sont des questionnements. Et j'ai envie d'ajouter que cette façon de procéder, de mener comme ça en secret, en confidentialité, etc., ces comités, ça nourrit complètement la suspicion et finalement l'inquiétude des usagers. Parce qu'on a déjà été échaudé plus d'une fois. C'est un fait de délibérer confidentiellement entre soi et puis après de faire des communiqués pour dire aux gens ce qu'on a décidé. Par exemple, le communiqué en question, c'est même assez surprenant comme méthode parce que, mine de rien comme ça, il donne déjà une orientation de ce qui est devenu, ce que deviendra ce projet. On parle de piste longue, je ne sais plus comment... Vous voulez dire qu'ils ont déjà leur plan en tête et on fait semblant de vous consulter? Je n'ai pas plus d'éléments que ça, mais je juge sur pièce. Qu'est-ce qu'on nous donne jusqu'à présent qu'on estime assez suffisant pour informer les Mahorais? C'est un communiqué de presse de la préfecture qui dit finalement, je ne sais plus comment il formule ça, mais finalement on n'aura pas besoin d'une piste si longue parce que les avions et les technologies vont évoluer, donc ça ne sera plus nécessaire. Mine de rien, oui, c'est une information extrêmement importante, c'est une orientation extrêmement importante et c'est balancé comme ça sur le communiqué d'après parce qu'on a fini de délibérer. Ce que j'ai envie de dire par là, et d'ailleurs c'est pas une surprise parce que quand vous reprenez l'avis de l'autorité environnementale de décembre 2020, il disait exactement la même chose, si ce n'est que c'était une forte recommandation d'explorer, y compris un scénario sans projet, sans construction, pour pouvoir estimer, apprécier l'évolution du service. En tout cas, y compris de tenir compte évidemment de ces évolutions. Mais c'était une orientation et à la limite, c'est pas gênant. Il faut explorer toutes les solutions. Mais là, le communiqué nous annonce que c'est cette hypothèse-là qui est retenue, alors même qu'on dit que la concertation du public et l'objet de la maison, c'est pour que les habitants puissent au fur et à mesure suivre, poser des questions et participer à l'orientation finale, finalement. Et là, avant même, alors, on plante la maison, on nous dit qu'on va venir nous sonner, mais en attendant, on annonce déjà l'orientation. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis que ça nourrit beaucoup la suspicion du public, ça nourrit beaucoup l'inquiétude des habitants, et j'ajoute que ça trahit aussi l'esprit et la démarche du président de la République. Et ça, je trouve que c'est un petit peu embêtant. Pourquoi je dis ça? Parce que le président de la République qui, souvenez-vous, a été sollicité massivement par la population de Mayotte qui s'est mobilisée. On a remis une pétition en 2 heures de temps, 800 signatures, une pétition remise au sénateur Tani et au sénateur Hassani Abdallah qui vient en appui déjà du travail des parlementaires qu'ils ont fait depuis de nombreuses années. Le président a décidé de venir s'adresser aux Mahorais. Il aurait pu dépêcher un ministre, que sais-je, quelqu'un. En 2019. Mais il a décidé de venir directement voir les Mahorais pour leur annoncer son choix. Donc c'est un choix politique fort et ça dit quelque chose de sa volonté de faire de Mayotte une collectivité qui a toute sa place dans la région. C'est pas rien quand même. Et à côté de ça, on a des autorités préfectorales aujourd'hui, et c'est pas propre au nouveau préfet, ça l'était déjà avec l'ancien. On délibère en catimini, on ignore l'unique association des usagers, on l'ignore, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, et ça c'est coutumier des autorités de l'État localement. À chaque fois que les citoyens de Mayotte, sous quelque forme qu'ils soient, se mobilisent pour s'intéresser aux sujets qui les préoccupent, qu'est-ce qu'on fait? On les discrédite, on dit qu'ils sont fous. Regardez. Mais est-ce que c'est pas une décision nationale? Je ne pense pas. On dit justement que le national est au courant des pratiques et des méthodes qui sont employées ici à Mayotte. Et c'est pas d'aujourd'hui. Je n'invente rien. Ça fait longtemps qu'on l'observe. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Regardez par exemple la plaisanterie les Mahorais ont voulu une ARS de plein exercice. On nous donne une ARS de plein exercice, on est content. Quand les salariés, les gens qui vivent à l'intérieur, les gens qui exercent quotidiennement, lèvent le doigt pour dire attention, il y a danger, il y a des problèmes, c'est pas comme ça qu'on l'attendait. Nous, notre vision diffère. La moindre des choses, c'est de prêter attention à ces hommes et ces femmes qui travaillent pour regarder qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour ajuster. Mais non, on choisit de dire qu'ils sont fous.
C'est la même chose pour l'université de plein exercice. Qu'avons-nous dit qu'on en avait besoin pour les possibilités de choix, de filières et les possibilités d'accueillir un peu plus? Qu'est-ce qu'on fait à la place? On nous propose un machin qui s'appelle un INT, un institut de quelque chose. Je n'ai pas entendu s'élever beaucoup de voix pour dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Avec Donc, qui ça a été... là, Non, vous êtes... je termine avec ça, Andy, pour dire que il faut arrêter la délibération d'entre-soi. De toute évidence, dans le CUFR aujourd'hui, pas grand monde n'est au courant de quoi il décide, de qu'est-ce qu'il décide, de comment, du pourquoi. Là, ça tombe et on discrédite les... Voilà, c'était une parenthèse, mais la méthode est exactement la même. La méthode est la même, vous dites, en tout cas, aujourd'hui, cette maison de projet de la piste longue est bien là. Il y a la possibilité donc pour tout à chacun d'y aller, de voir ce qui s'y passe et puis de donner son avis. Il y a également la possibilité d'aller sur le site internet consacré au projet www.pistelongue-mayotte.fr. Là aussi, j'y étais tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, il y a le projet et on peut également participer. Maintenant, on ne sait pas comment est-ce que nos avis seront retenus dans l'affaire, mais en tout cas, il y a une possibilité d'y participer. Chris Corgi, vous avez été là longuement, vous avez expliqué un peu votre position par rapport à tout ce qui se passe autour de la piste longue, mais est-ce que, après le passage du président Macron en 2019, le discours n'a pas changé quand même? On se rappelle, avant 2019, il n'y avait que les Mahorais qui envisageaient, qui parlaient, qui souhaitaient cette piste longue. Tous les hauts fonctionnaires et même certains simples fonctionnaires étaient quasiment opposés à cette idée-là. Et les Mahorais pouvaient toujours causer, entre guillemets. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que le discours change et que maintenant, on va réellement vers la piste longue souhaitée par les Mahorais? Andy, le discours change. Et vous le dites bien, vous dites que le discours change. Moi, j'ai envie de dire le discours change, mais les pratiques locales ne changent pas. Et c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que toutes ces questions sont aux mains d'experts, n'est-ce pas? Et là où il y a un collège d'experts, l'entre-soi des experts, c'est pas forcément rassurant pour les usagers quand ils sont interdits de participer ou d'avoir un minimum d'éléments. Donc, votre souhait aujourd'hui, c'est ça, c'est pouvoir participer, voir ce qui se passe. De la transparence, Andy. De la transparence, c'est absolument extraordinaire. Vous regardez ce genre de projet, comment ça se déroule en métropole et ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, les usagers sont au cœur. Toutes les associations, tous usagers confondus sont représentés parce que légitimement, ils sont en droit de questionner, de discuter, etc. Là, l'opacité et la confidentialité qui entourent ces questions ne nous rassurent pas. Tous ces comités dont sont exclus desquels sont exclus les usagers, de qui ils sont représentés? De fameux experts. Mais j'en connais une grande partie. Ce sont tous des gens tous les matins qui disent que c'est pas bien, que ceci, que cela. Il y a plein d'éléments, par exemple, sur l'avis de l'autorité environnementale. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on en fait, combien de temps ça va durer, où est-ce qu'ils en sont. Quand on nous raconte, par exemple, qu'il faut absolument le bilan de la stratégie nationale biodiversité qu'a mis en place l'UICN de 2013 à 2020. Il faut attendre ce bilan pour pouvoir avoir des éléments qui orientent les travaux. Mais moi, je le connais, ce bilan et les conditions dans lesquelles ils ont été faits. Je connais les gens qui le font. Pourquoi ils n'ont pas l'honnêteté de dire, finalement, on n'a rien mis en place ou alors le bilan, on n'est pas capable de le fournir parce que les conditions, je les connais aussi. Le PNA du Gong, il est sorti comme par hasard. Il y a quelques mois, on n'en savait plus rien depuis belle lurette. Tout d'un coup, le PNA du Gong, il est sorti pour pouvoir travailler. C'est très bien dans un sens, ça rallonge les délais certainement, mais ça ne nous rassure pas non plus parce que la plupart des personnes qui siègent dans ces comités, ce sont les mêmes qui ont torpillé le projet. On dit, la DGAC de la Réunion, nom de Dieu, elle a quand même pratiquement droit de vie ou de mort sur ce genre de projet. Pourquoi? Parce qu'elle est expert, tout simplement. Et que dire des compagnies aériennes auxquelles on va demander
leur avis et qui vont avoir une place bien plus importante que celle des usagers, les premiers concernés. Bien sûr qu'ils vont aussi faire pencher la balance en fonction de leurs intérêts. Donc, vous voyez que les usagers, pour la minuscule place qu'ils pouvaient éventuellement occuper, même celle-là, on la leur refuse. C'est pour vous dire qu'ils ne sont représentés nulle part. Aujourd'hui, c'est absolument des experts, leurs amis, leurs copains, enfin des gens dont la vie, on le connaît déjà parce qu'ils nous ont renvoyés à 2050. Ils ont aidé à ce que ça soit renvoyé à 2050. Et aujourd'hui, c'est les mêmes. Et vous allez me dire que tranquillement, comme ça, sans contradiction, sans contre-pouvoir, ils vont gentiment obéir parce que donc le discours a l'air de changer. Le fond, je ne crois pas. C'est la raison pour laquelle notre seul salut, c'est encore une fois la parole du président de la République. Malheureusement, il n'est pas au courant des pratiques. Alors justement, que comptez-vous faire puisque il y aura trois enjeux par rapport à ces travaux, en tout cas ces réflexions. Il y aura sur tout ce qui va concerner les risques naturels, en parlant du nouveau volcan, sur l'approvisionnement en termes de matériaux, et puis sur l'environnement et le cadre de vie. Ça, c'est les trois enjeux qui ont été souvent soulevés. Là, vous aimeriez vraiment avoir votre mot à dire sur ça ? Parce que sinon, ça risque de passer comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, vous allez en appeler à qui ? Au président de la République, aux élus locaux, pour faire changer ça ? Mais les élus sont présents à ces instances-là, donc je les laisse faire son travail. Je n'ai pas demandé ou à mais vous, réfléchir. en tant qu'usager... Quand on dit nous, enfin, c'est pas ma personne spécialement, les usagers, mais les usagers doivent avoir leur mot à dire sur le fond, et encore une fois. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça, puisque là, visiblement, il y a... déjà un établi par rapport à ces travaux-là. Est-ce que vous allez en appeler au président de la République, puisque visiblement vous dites qu'en 2019, c'est lui qui a proposé la méthode, et cette méthode n'est pas suivie? J'espère juste que en lançant ce cri d'alarme, ça va pouvoir avoir une incidence, parce que je ne sais pas le dire autrement. Après, je pense que ce que nous avons à faire, de toute façon, puisque encore faut-il qu'on soit au courant des calendriers de ce qui se fait, si on arrive à capter les informations, que les gens se mobilisent un peu plus, et j'espère que la garante de la concertation publique aura réellement les moyens pour pouvoir assurer ce travail et permettre que les Mahorais puissent mettre leur nez dans ces sujets qui les concernent et pas simplement laisser leur sort entre les mains d'experts qui vont pouvoir faire parler ce qu'ils veulent leur donner selon les orientations qui les intéressent. Et je rappelle encore une fois que pour l'instant, les usagers ne sont représentés nulle part. La balance, elle est complètement déséquilibrée. Merci.